Et si la perquisition avait déjà eu lieu? Si justement je les trouvais chez moi? Mais voilà sa chambre. Rien. Personne. Personne n'était venu voir. Même Nastasia n'avait touché à rien. Mais mon Dieu, comment avait-il pu, tout à l'heure, laisser tous les objets dans ce trou? Il se précipita dans le coin, fourra ses mains sous le papier peint et se mit à ressortir les objets pour les charger dans ses poches. En tout, il s'avéra qu'il y avait 8 objets. 2 petites boîtes avec des boucles d'oreilles ou quelque chose dans ce genre-là, il ne regarda pas vraiment, puis 4 étuis en maroquin, de taille moyenne. Une chaînette était juste enveloppée dans du papier journal, quelque chose d'autre encore aussi dans du papier journal, une médaille ou quoi. Il mit le tout dans ses différentes poches, celle de son manteau et la poche droite de son pantalon, celle qui restait, en faisant tout pour qu'on remarque le moins possible. Le porte-monnaie aussi, il le prit, en même temps que les objets. Ensuite, il sortit de sa chambre, la laissant cette fois même grande ouverte. Il marchait d'un pas ferme et rapide, et même s'il sentait qu'il était complètement perclus, sa conscience restait en éveil. Il avait peur d'une poursuite, il avait peur que dans une demi-heure, un quart d'heure peut-être, un ordre ne soit déjà donné de le prendre en filature. Et donc, coûte que coûte, il fallait qu'avant ce moment-là, toutes les pistes soient effacées. Il fallait encore régler tout cela tant qu'il lui restait ne serait-ce qu'encore un peu de force et ne serait-ce qu'un tout petit peu de raison. Où donc aller? La chose était déjà décidée depuis longtemps. Tout jeté dans le canal, toutes les pistes dans l'eau, et avec l'eau, plus de pistes. C'est ce qu'il avait encore décidé la nuit dans son délire, à ces moments où, il s'en souvenait, il avait essayé plusieurs fois de se lever et de sortir. Vite, vite et tout jeter. Mais tout jeter s'avéra très difficile. Il errait le long du canal Ekaterinensky depuis déjà une demi-heure, et peut-être même plus, et il avait regardé plusieurs fois les descentes jusqu'au canal, à chaque fois qu'il en voyait. Mais réaliser son intention, il valait même mieux ne pas y penser. Soit il y avait des radeaux juste au bas des marches avec dessus des lingères qui lavaient leur linge, soit c'était des barques amarrées et partout des gens grouillaient littéralement et puis on pouvait voir, on pouvait remarquer partout depuis les quais de tous les côtés. C'était suspect qu'un homme descende exprès, qu'il s'arrête et qu'il jette quelque chose à l'eau. Et si les étuis ne sombraient pas, s'ils se mettaient à flotter? Mais bien sûr, tout le monde verrait. Déjà que tout le monde le regardait comme ça, en le croisant, on le toisait comme si on ne s'occupait que de lui seul. Mais pourquoi? Ou alors peut-être c'est juste une impression, se disait-il. Il lui vint enfin en tête qu'il serait peut-être mieux de descendre quelque part jusqu'à la Neva. Là, d'une part, il y avait moins de monde, on remarquait moins, et de toute façon c'était bien plus pratique, et surtout c'était plus loin de ce quartier-ci. Et d'un seul coup il s'étonna. Comment avait-il pu errer pendant toute cette demi-heure, plein d'angoisse et d'inquiétude, dans ces endroits si dangereux, et que cela, il n'avait même pas été capable de le trouver? Et la seule raison pour laquelle il avait pu tuer cette demi-heure à une affaire aussi stupide, c'était qu'il avait pris cette décision dans son sommeil en plein délire. Il devenait vraiment distrait, il oubliait tout, et il le savait. Décidément, il fallait se dépêcher. Il descendit vers la Neva par la perspective de là. Mais en chemin, il lui vint soudain une autre idée. Pourquoi la Neva? Pourquoi dans l'eau? Il ne vaudrait pas mieux aller quelque part loin, ne serait-ce que jusqu'aux îles, et là, quelque part, dans un lieu isolé, la forêt, sous un buisson, l'enfouir, tout ça, et peut-être laisser une marque sur l'arbre? Et même s'il sentait bien qu'il n'était pas en état à cet instant de tout réfléchir d'une façon claire et saine, cette idée-là lui parut la plus indubitable. Mais il était écrit qu'il ne parviendrait pas non plus aux îles. Il lui arriva autre chose. Débouchant de la perspective de là, sur la place, il vit soudain sur la gauche une entrée dans une cour ceinte de murs aveugles. À droite, tout de suite après la porte cochère, le grand mur non blanchi d'un immeuble voisin haut de 3 étages s'étirait loin dans la cour. À gauche, parallèlement au mur aveugle, et là aussi tout de suite après la porte cochère, s'étirait une palissade de bois sur une vingtaine de pas de profondeur à l'intérieur de la cour, après quoi elle faisait une cassure vers la gauche. C'était un lieu aveugle et fermé dans lequel gisaient toutes sortes de matériaux. Plus loin dans la profondeur de la cour, on voyait poindre derrière la palissade l'angle d'une grange basse couverte de suie construite en pierre, sans doute une partie d'un quelconque atelier.
Il y avait là sans doute une entreprise de sellerie ou de menuiserie, ou quelque chose de ce genre-là. Partout, presque depuis la porte cochère, tout était noir d'une poussière de charbon. Là qu'il faudrait tout jeter, et puis partir, se dit-il soudain. Ne remarquant personne dans la cour, il fit quelques pas sous la porte cochère et découvrit tout de suite, là tout près de la porte, une gouttière apposée à la palissade, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'immeuble où vivent beaucoup d'ouvriers, d'artisans, de cochers, etc. Et au-dessus de la gouttière, à même la palissade, le mot d'humour à la craie qu'on trouve toujours dans ces cas-là, on ne pisse pas. Donc déjà quelque chose de bien. Aucun soupçon de ce qu'on entre, et on s'arrête. Et là on jette tout d'un seul coup, n'importe où, dans un tas, et au revoir. Regardant une nouvelle fois autour de lui, il avait déjà enfoncé sa main dans sa poche, quand soudain, juste devant le mur extérieur, entre la porte cochère et la gouttière, là où l'espace ne faisait pas un archine de large, il remarqua une grosse pierre brute pesant approximativement peut-être 1,5 pouce, directement posée contre le mur de pierre de la rue. Derrière ce mur, il y avait la rue, le trottoir. On entendait marcher les passants qui sont toujours assez nombreux dans ce quartier. Mais derrière la porte cochère, personne ne pouvait le voir, à part seulement si quelqu'un entrait, venant de la rue, ce qui du reste pouvait très bien se produire, et donc il fallait faire vite. Il se pencha vers la pierre, en saisit fermement le sommet des deux mains, et de toutes ses forces il retourna la pierre. Sous la pierre s'était formé un petit renfoncement. Il commença tout de suite à y jeter ce qu'il avait dans les poches. Le porte-monnaie se retrouva tout en haut, et malgré cela, il y avait encore de la place dans le renfoncement. Ensuite il saisit à nouveau la pierre, la retourna une nouvelle fois d'un seul élan, et elle retomba juste à la place qu'elle avait occupée. Tout juste, semblait-il, un peu plus haut, à peine. Mais il ramassa de la terre et la tassa sur les coins du bout du pied. On ne pouvait rien remarquer. Alors il ressortit et il se dirigea vers la place. À nouveau, une joie puissante, presque insupportable, comme tout à l'heure au commissariat, s'empara de lui pour un instant. Les pistes sont effacées. Et qui pourrait bien avoir l'idée de venir chercher ici, sous cette pierre? Elle reste là, si ça se trouve, depuis la construction de la maison, et elle y restera encore aussi longtemps, et quand bien même on trouverait... Qui donc penserait à moi? Tout est fini, aucune pièce à conviction. Et il éclata de rire. Oui, il se souvenait plus tard qu'il avait ri, d'un petit rire nerveux, inaudible, très long, et qu'il riait toujours, tout le temps qu'il traversait la place. Mais quand il mit le pied sur le boulevard K, où 2 jours auparavant il avait croisé la petite fille, son rire lui passa d'un coup. Ce furent d'autres pensées qui se glissèrent dans son crâne. Il lui sembla d'un coup que cela le dégoûtait d'une façon terrible à présent de passer devant ce banc sur lequel l'autre fois, après le départ de la fillette, il était resté là à réfléchir, et que cela l'oppressait terriblement de revoir le moustachu auquel il avait donné 20 kopecks. Qu'il aille au diable. Il avançait, regardant autour de lui d'un œil distrait et plein de haine. Toutes ses pensées tournoyaient autour d'il ne savait quel unique point fondamental, et il sentait lui-même que c'était réellement le point fondamental et qu'à présent, oui, à présent il restait seul, en face à face avec ce point fondamental, et cela même pour la première fois depuis tous ces 2 mois. Mais que tout aille au diable, se dit-il d'un coup dans un accès de haine inextinguible. Bon, ça a commencé, eh bien, que ça commence, au diable aussi, la nouvelle vie. Ce que c'est bête, mon Dieu, et tout ce que j'ai pu dire comme bêtises, toutes les bassesses que j'ai faites aujourd'hui, toutes ces flatteries répugnantes, toutes ces petites flatteries, tout à l'heure avec cette espèce d'ignoble Ilia Petrovitch. Bah, n'empêche, tout ça, c'est n'importe quoi, je m'en fiche de tout ça à présent. Je m'en fiche d'avoir flatté, d'avoir courbé les chines. Pas ça du tout, non, pas du tout. Soudain il s'arrêta. Une question nouvelle absolument inattendue et d'une absolue simplicité l'égara complètement et l'emplit d'une stupeur amère. Si, réellement, tout ça a été fait en toute conscience, et pas comme un crétin. Si, réellement, tu avais un but ferme et défini, alors comment donc jusqu'à présent n'as-tu pas regardé le contenu du porte-monnaie et ne sais-tu pas ce que tu as reçu? Pourquoi donc as-tu pris sur toi
toutes ces tortures et as-tu marché en toute conscience vers une chose aussi infâme, vile et basse? Tu voulais le jeter à l'eau un instant, le porte-monnaie, avec les autres objets, et eux non plus tu ne les as pas regardés. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'était ça. Tout ça. C'était bien ça. Du reste, il savait bien, lui, bien avant, que cette question, elle n'était pas du tout nouvelle pour lui. Et quand la nuit, la décision s'était prise de jeter à l'eau, elle s'était prise sans la moindre hésitation, sans la moindre réplique, comme ça, comme si c'était ainsi que ça devait être, comme si ce n'était pas possible autrement. Oui, tout ça, il le savait, et il se souvenait de tout, et presque, c'était déjà décidé hier, à la minute même où il était penché sur la malle et qu'il en avait sorti les étuis, parce que c'était ça. C'est parce que je suis très malade, conclut-il enfin d'un air lugubre. Je me suis mis au supplice, je me suis déchiré moi-même et je ne sais pas moi-même ce que je fais. Hier et avant-hier et pendant tout ce temps je me suis déchiré, je vais guérir et je vais arrêter de me déchirer. Et si d'un coup je ne guérissais plus? Mon Dieu, comme j'en ai assez de tout ça. Il marchait sans cesse. Il avait une envie terrible de se distraire d'une façon ou d'une autre, mais il ne savait pas quoi faire, quoi entreprendre. Une sensation nouvelle, indéfinissable, s'emparait de lui de plus en plus, presque à chaque minute. C'était une sorte de dégoût infini, presque physique, envers tout ce qui le rencontrait, tout ce qui l'entourait, un dégoût obstiné, rageur, empli de haine. Tous les passants lui semblaient répugnants leur visage, leur démarche, leurs mouvements. Il aurait tout simplement craché sur le premier venu, il aurait pu le mordre, semblait-il, si quelqu'un lui avait adressé la parole. Il s'arrêta soudain quand il déboucha sur le quai de la petite Neva, sur l'île Vassilievski, auprès du pont. Là qu'il habite, dans cet immeuble, se dit-il. Mais qu'est-ce que c'est, n'empêche? Je suis venu de moi-même chez Razumikine. Encore la même histoire que l'autre fois. Et n'empêche, malgré tout, c'est curieux. Est-ce que je suis venu moi-même ou simplement je marchais et je suis passé? Pareil. J'ai dit, avant-hier, que j'irais le voir le lendemain de ça. Et bon, voilà, j'y vais. Comme si, là, en ce moment, je ne pouvais pas passer. Il monta chez Razumikine, au 4e. Celui-ci était chez lui dans son réduit, et à cet instant-là, il travaillait, il écrivait. C'est lui-même qui lui ouvrit. Il ne s'était pas vu depuis bien 4 mois. Razumikine était chez lui, vêtu d'un peignoir, pour ainsi dire en loques, pieds nus dans ses mules hirsutes, pas rasés, pas lavés. Son visage exprima de la surprise. « Qu'est-ce qui t'arrive » s'écria-t-il en regardant de la tête aux pieds son ami qui venait d'entrer. Puis il se tut et il siffla. « Ça va vraiment si mal ? Eh, vieux, tu bats mes records » ajouta-t-il regardant les loques de Raskolnikov. « Mais assieds-toi, tu es crevé, je parie. » Et quand l'autre se fut écroulé sur un divan turc couvert d'une toile cirée qui était encore pire que le sien, Razumikine s'aperçut soudain que son visiteur était malade. « Eh, t'es malade ? Sérieusement, tu sais, ça ?» Il se mit à lui tâter le pouls. Raskolnikov libéra violemment son bras. « Pas la peine, dit-il. Je suis venu... Voilà, je n'ai plus du tout de leçons, je voulais... Je n'en veux pas du tout des leçons. Tu sais quoi? Tu délires, nota Razumikine qui l'examinait avec toute son attention. Non, je ne délire pas. Raskolnikov se leva du divan. En montant chez Razumikine, il n'avait pas pensé au fait que, donc, il allait falloir qu'ils restent face à face ensemble. À présent, en une seconde, il comprit, d'après déjà son expérience, qu'il était moins disposé que tout, à cet instant, à se retrouver face à face avec qui que ce soit, n'importe qui. Toute sa bile se leva. Il faillit étouffer de rage contre lui-même sitôt qu'il eut franchi le seuil de Razumikine. « Adieu !» dit-il soudain, et il se dirigea vers la porte. « Mais attends quoi, vieux toqué !»« Pas la peine !» répétait-il, libérant une nouvelle fois sa main. « Mais pourquoi diable est-ce que tu viens alors? Tu débloques ou quoi ?»
Ben, c'est presque vexant, je te laisserai pas partir comme ça. Bon, écoute, je suis venu te voir parce que, en dehors de toi, je ne connais personne qui puisse aider à commencer. Parce que tu es meilleur que tous les autres, c'est-à-dire plus intelligent, tu peux réfléchir, et maintenant, je vois que je n'ai besoin de rien, tu entends, mais de rien du tout, d'aucun service, aucune compassion, de personne, tout seul. Bon, suffit comme ça, laisse-moi tranquille. Mais attends une minute, espèce de ramoneur, complètement fou. Pour moi, c'est comme tu veux. Vois-tu, des leçons, je n'en ai pas, et je m'en fiche, parce qu'il y a au puce le libraire chez Roubimov, ce qui est en soi déjà une leçon. Moi maintenant, je ne l'échangerai pas contre 5 leçons chez les marchands. Il fait, tu sais, des genres de petites éditions, et il sort des petits livres de sciences naturelles. Je peux te dire qu'ils se vendent. Rien que les titres, c'est quelque chose. Toi, tiens, tu m'as toujours prévenu que j'étais bête? Je te jure, vieux. Il y en a qui sont plus bêtes que moi. En ce moment, il se met aussi à militer. Lui-même, il ne comprend ni A ni B, et moi, évidemment, je l'encourage. Tiens, là, tu as 2 pages et quelques d'un texte allemand. D'après moi, une charlatanerie des plus stupides. Bref, on débat de la question de savoir si la femme est, oui ou non, un être humain. Bon, et bien sûr, on finit solennellement pour prouver que oui. Chez Roubinoff, il prépare ça sur le plan de la question féminine. Moi, je traduis ces 2 pages et demie. Il va les allonger pour en faire 6. On va leur inventer les titres les plus pompeux, une demi-page, et vendre le tout à 50 kopecks. Ça se vendra. La traduction, elle me fait 6 roubles la feuille. Donc, en tout, ça me fera dans les 15 roubles. Et j'ai pris 6 roubles d'avance. On finit ça, on commence à traduire un truc sur les baleines après, un bout de la 2e partie des Confessions, je sais plus quel ragot à mourir d'ennui, ça aussi, on traduit. Quelqu'un a dit à Chérubimov que soi-disant Rousseau, c'était dans son genre, un Radistchev. Moi, tu penses bien que je ne contredis pas, qu'il aille au diable. Tiens, tu veux traduire la 2e page de La femme est-elle un être humain? Si tu veux. Bah, prends le texte tout de suite, des plumes, du papier, tout est fourni. Et prends 3 roubles, puisque j'ai pris une avance sur toute la traduction, pour la 1re et la 2e page. Donc ça fait que 3 roubles te reviennent entièrement sur ta part. Quand tu l'auras fini, la page, ça te fera 3 roubles de plus. Et puis voilà encore, s'il te plaît, ne prends pas ça comme ça, je ne sais pas, un service que je te rends. Au contraire, dès que tu es entré, j'ai tout de suite vu à quoi tu pourrais m'être utile. D'abord, je suis mauvais en orthographe et ensuite, en allemand, des fois, je suis tout simplement nul, au point que la plupart du temps, j'invente et la seule chose qui me console, c'est que ça fait encore mieux que l'original. Bon, mais qui sait, n'empêche, si ça se trouve, ça ne fait pas mieux, mais pire. Tu prends? Oui ou non? Raskolnikov prit en silence les feuillets de l'article allemand, prit les 3 roubles, et sans avoir dit un mot, il sortit. Mais il avait déjà atteint la 1re ligne quand il revint soudain, remonta chez Rasoumikine, et après avoir remis sur la table les feuillets allemands et les 3 roubles, là encore sans avoir prononcé une seule parole, il ressortit encore. « Mais c'est le délirium ou quoi ?» hurla Rasoumikine finalement hors de lui. « Qu'est-ce que c'est que ces comédies que tu joues ? Même moi, il me fait perdre la tête. Pourquoi donc est-ce que tu es venu après tout ça, démon ?»« Pas besoin des traductions, » marmonna Raskolnikov, descendant déjà l'escalier. « De quoi diable est-ce que tu as besoin, alors ?» cria d'en haut Rasoumikine. L'autre en silence continuait de descendre. « Et toi, où tu habites ?» Aucune réponse ne lui revint. « Va donc au diable !» Mais Raskolnikov sortait déjà sur le trottoir, sur le pont Nikolaïevski. Il dut se réveiller complètement une nouvelle fois, suite à une mésaventure bien déplaisante qui lui arriva. Le cocher d'un carrosse lui donna sur le dos un puissant coup de fouet à cause duquel il faillit presque se retrouver sous les sabots des chevaux, bien que le cocher en criant l'eût déjà mis en garde 3 ou 4 fois. Le coup de fouet le plongea dans une rage telle qu'après avoir bondi vers la rambarde, on ne sait pas pourquoi il marchait juste au milieu du pont, réservé à la circulation et non aux piétons, il se mit à grincer et à claquer des dents d'un air furieux. Autour, bien sûr, des rires fusaient. Il l'a cherché, petit voyou, je parie. On connaît, il joue les ivrognes, il se fourre sous les roues exprès, c'est toi le coupable. Mais à la minute où il se tenait à la rambarde et jetait toujours des regards absurdes et rageurs vers le carrosse qui s'éloignait en se frottant le dos, il sentit soudain que quelqu'un lui mettait de l'argent dans la main. Il regarda. Une commerçante âgée en coiffe et souliers de chevreau accompagnée d'une jeune fille portant un petit chapeau et une ombrelle verte, sans doute sa fille. « Prends ça, mon bon, au nom du Christ. » Il accepta et elles passèrent leur chemin. Une pièce de 20 kopecks. À ses habits et à son apparence, elle avait très bien pu le prendre pour un mendiant.
un vrai quémandeur de petites pièces sur le trottoir, et les 20 kopecks, il les devait sans doute au coup de fouet qui les avait emplis de compassion. Il serra sa pièce dans la main, marcha encore 10 pas et se retourna, le visage vers la Neva du côté du palais. Le ciel était sans le moindre nuage et l'eau presque bleu clair, ce qui arrive si rarement sur la Neva. La coupole de la basilique, qui ne se dessine nulle part ailleurs aussi bien que d'ici, depuis le pont à une vingtaine de pas avant la petite chapelle, luisait de tous ses feux, et dans la pureté de l'air on pouvait même distinguer précisément le moindre de ses ornements. La douleur du coup de fouet s'était calmée, Raskolnikov oublia le fouet, une pensée inquiète et pas totalement claire l'occupait maintenant tout entier. Il resta immobile à regarder au loin, longtemps et fixement. Cet endroit lui était particulièrement familier. Du temps où il se rendait à l'université, plus généralement quand il rentrait, il lui était arrivé, peut-être une bonne centaine de fois, de s'arrêter à cet endroit précis et de contempler fixement ce panorama réellement magnifique, et à chaque fois de presque s'étonner d'une impression pas claire et mystérieuse qui lui venait. C'est une espèce de froideur inexplicable qui se dégageait pour lui de ce panorama magnifique, un esprit muet et sourd qui emplissait pour lui ce tableau somptueux. Il s'étonnait à chaque fois de son impression lugubre et mystérieuse, et se défiant de lui-même repoussait à plus tard dans l'avenir le moment de répondre à l'énigme. À présent, soudain, il s'était violemment souvenu de toutes ces questions et de ces stupéfactions, et il lui sembla que ce n'était pas un hasard s'il s'en était souvenu à présent. Déjà un fait lui semblait incroyable et bizarre, c'est qu'il s'était arrêté exactement au même endroit qu'avant, comme si, vraiment, il s'était imaginé qu'il pouvait réfléchir maintenant à la même chose qu'avant, s'intéresser au même thème et au même tableau que ceux qui l'intéressaient, si récemment encore. Il eut presque envie de rire, et en même temps, une douleur lui pesa sur la poitrine. Dans une espèce de profondeur, en bas, un endroit sous ses pieds à peine visible, c'est là qu'à présent lui apparurent tout son passé d'avant, toutes ses pensées d'avant, ses tâches d'avant, ses thèmes d'avant, ses impressions d'avant, et tout ce panorama, et puis lui-même, et tout. Il avait l'impression qu'il s'envolait quelque part vers le haut, et que tout disparaissait devant ses yeux. Il fit un mouvement involontaire de la main, et sentit soudain la pièce de 20 kopecks au fond de son poing serré. Il desserra le poing, fixa la pièce de monnaie, prit son élan, et la jeta dans l'eau, puis il se retourna et rentra vers chez lui. Il eut l'impression qu'à cette minute précise, il venait comme de se couper des autres d'un coup de ciseau. Quand il rentra chez lui, c'était déjà le soir, et donc, il avait bien marché pendant 6 heures. Quel chemin avait-il pris au retour, cela, il ne s'en souvenait pas du tout. Il se déshabilla et, tremblant de tout son corps comme un cheval poussé à la limite de ses forces, il se coucha sur le divan, tira la capote sur lui et perdit tout de suite conscience. Un cri terrible le réveilla dans une obscurité totale. Mon Dieu, ce cri! Des bruits tellement contre nature, des hurlements, des gémissements, des plaintes semblables, ces larmes, des coups et ces insultes-là, jamais encore il n'en avait entendu, jamais il n'en avait vu. Il se redressa, pris de terreur, et s'assit sur le lit torturé, croyant mourir à chaque seconde. Mais le tabassage, les hurlements et les insultes devenaient de plus en plus forts. Et là, à sa stupeur la plus extrême, il distingua soudain la voix de sa logeuse. Elle hurlait, glapissait, suppliait, pressait à toute vitesse, faisait jaillir les mots de telle sorte qu'on n'y comprenait rien. Elle implorait toujours pour que quelque chose, qu'on arrête de la battre, bien sûr, parce qu'on la battait férocement dans l'escalier. La voix de celui qui la battait était si terrible de rage et de fureur qu'il ne faisait plus que râler malgré tout. Celui qui la battait, lui aussi, il disait quelque chose, et lui aussi très vite, d'une façon incompréhensible, d'une voix précipitée, octante. Soudain, Raskolnikov se mit à trembler comme une feuille. Il avait reconnu cette voix, c'était la voix d'Ilya Petrovitch. Ilya Petrovitch était là, et il rouait de coups la logeuse. Il la rouait de coups de pied, il lui cognait la tête contre les marches. C'était une chose claire,
On l'entendait au bruit, au hurlement, au choc. Qu'est-ce que c'était? Le monde qui se renversait ou quoi? On entendait à tous les étages, dans tout l'escalier, la foule qui s'amassait. On percevait des voix, des exclamations. On montait, on frappait, les portes claquaient, on accourait. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Et comment c'est possible? Se répétait-il, pensant sérieusement qu'il était devenu complètement fou. Mais non, il entendait tout d'une façon trop claire. Et donc, c'était vers lui qu'on devait venir tout de suite. Si c'était ça, parce que, sans doute, tout ça, ça vient de la même chose, ça vient d'hier. Mon Dieu! Il voulait s'enfermer au loquet, il fut incapable de lever le bras, et puis, à quoi bon? La peur, comme de la glace, lui avait enveloppé l'âme tout entière, l'avait mis au supplice, pétrifié. Mais voilà enfin que ce vacarme qui avait bien duré une dizaine de minutes commença peu à peu à se calmer. La logeuse geignait et sanglotait, Ilya Petrovitch continuait ses menaces et ses insultes, et voilà enfin, semblait-il, qu'il se calmait à son tour, voilà qu'on ne l'entendait plus. Je serais vraiment parti. Mon Dieu! Oui, le voilà qui partait, et la logeuse toujours à sangloter et à pleurer, et puis sa porte à elle qui claquait à son tour, et puis la foule qui se dispersait dans l'escalier jusqu'au logement, les gens soupiraient, discutaient, s'interpellaient, montant parfois la voix jusqu'à crier, la rabaissant parfois jusqu'au murmure. Sans doute devait-il être nombreux. C'est presque tout l'immeuble qui était accouru. Mais mon Dieu! Est-ce que c'est possible, ça? Mais pourquoi est-il venu ici? Raskolnikov, épuisé, retomba sur le divan, mais fut incapable de refermer les yeux. Il resta couché une bonne demi-heure, pris par une telle souffrance, une sensation si insupportable de terreur illimitée, une terreur telle qu'il n'en avait encore jamais éprouvé. Soudain, une lumière brillante illumina sa chambre. Nastasia venait d'entrer avec une bougie et une assiette de soupe. Elle l'observa attentivement, vit qu'il ne dormait pas, posa la bougie sur la table et commença à disposer ce qu'elle apportait, du pain, du sel, une assiette, une cuillère. Rien mangé depuis hier, je parie. Il court toute la journée, la fièvre dans tout le corps. Nastasia, pourquoi? La logeuse, ils l'ont battu. Elle le regarda fixement. Qui a battu la logeuse? Tout de suite, il y a une demi-heure, Ilya Petrovitch, l'adjoint du commissaire, dans l'escalier. Pourquoi il l'a tellement battu et pourquoi est-ce qu'il est venu? Nastasia l'examinait en silence, renfrognée, elle le regarda longtemps de cette façon. Cet examen lui devint très désagréable, il commença même à lui faire peur. « Nastasia, pourquoi tu ne dis rien ?» murmura-t-il enfin d'une voix faible. « C'est le sang. » répondit-elle enfin d'une voix basse, et comme si elle se parlait à elle-même. « Le sang? Quel sang ?» marmonna-t-il en pâlissant et en reculant vers le mur. Nastasia continuait à le regarder en silence. « Personne n'a battu la logeuse ?» murmura-t-elle d'une voix très sévère et résolue. Il la regardait, souffle coupé. « J'ai entendu. Je ne dormais pas. J'étais là, » murmura-t-il d'une voix encore plus timide. J'ai écouté longtemps. L'adjoint du commissaire qui est venu, tout le monde est accouru dans l'escalier de tous les logements. Mais personne n'est venu. C'est le sang qui crie en toi. C'est quand il n'arrive plus à ressortir, il commence à tourner dans le foie, c'est là qu'on se met à voir des choses. Tu veux manger ou non? Il ne répondit pas. Nastasia restait toujours devant lui, elle le regardait fixement et ne partait pas. « Donne-moi à boire, ma gentille Nastasia. » Elle descendit et 2 minutes plus tard, elle était de retour avec de l'eau, une cruche blanche d'argile. Il ne se souvenait plus de ce qui arriva ensuite. Il se souvenait seulement qu'il avait juste bu une gorgée d'eau froide et qu'il s'était renversé de l'eau sur la poitrine, puis il sombra dans un trou noir.